Nous avons la chance d'avoir avec nous Morgane Hello, que nous ne voyons pas mais que nous entendons et qui fait partie des Incroyables Comestibles France. Morgane, est-ce que tu veux déjà peut-être te présenter en 2 mots? Bonjour à tous. Oui, je suis Morgane Hello, du coup coordinatrice de l'association Incroyable Comestible France. Et j'ai aussi monté un groupe local à Rochefort, du coup en dessous de La Rochelle. Voilà. Super, merci beaucoup. Je vais te laisser la parole dans 5 minutes, le temps de présenter les différents intervenants qui sont avec nous ce soir. Nous avons avec nous Juliette Lamy et Jérôme des Paysans Urbains qui sont juste là. Juliette et Jérôme, présentez-vous vite fait. Donc Juliette, je suis salariée à la ferme urbaine du Trichon. Et du coup, on est un peu témoin puisque on est sur le projet d'un jardin, d'une forêt-jardin, forêt nourricière. On ne sait pas encore comment la nommer, mais voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle donc Jérôme. Je suis adhérent au collectif des paysans urbains du Trichon. Et je suis bénévole et aussi parfois salarié pour des animations dans le cadre scolaire ou des événements qui accueillent sur la ferme urbaine du Trichon des personnes qui découvrent le lieu pour y faire des chantiers, par exemple. Si, Oui. Philippe du coup, qui fait partie du projet des jardins partagés du Grand Cerf. Voilà. Alors, tu vas me rappeler juste aussi où ça se situe parce que Oui, alors en fait, moi, je suis président de l'association des Jardins partagés du Grand Cerf à Ronchin. Donc en fait, on est une association aujourd'hui, mais on a été un des collectifs pionniers quasiment dans la région à Ronchin, à créer des bacs au pied des immeubles. Enfin, il y a des gens qui ont dû connaître ça. et donc depuis 10 ans, là maintenant, on officie dans cette association sur des jardins qui s'étendent sur 2,5 hectares maintenant. Donc qui sont des jardins forêts comme vous avez l'intention de faire. Voilà. Mais je vous donnerai plus d'explications plus tard. Je passe là. Voilà. L'association APC Villeneuve d'Ascq. Eh bien bonjour, donc nous l'association APC sur Villeneuve, elle a pour objet de développer les incroyables comestibles, donc ça c'est la première thématique. La deuxième thématique c'est tout ce qui est zéro déchet et la troisième thématique c'est l'économie locale. Donc là cette fois-ci on vous parlera des incroyables comestibles qui ont été initiés sur la commune de Villeneuve d'Ascq il y a 10 ans, en 2015. Voilà. Déjà quelques années d'expérience, quoi. Merci. Et du coup, moi, je m'appelle Zoé, je suis chef de projet à l'Université populaire et citoyenne de Roubaix. Et j'accompagne le projet Incroyable Comestible avec Juliette dans le quartier du Trichon à Roubaix. On a installé avec la mairie de Roubaix une dizaine de bacs qui sont déjà végétalisés, mais pour l'instant pas encore comestibles. Et donc, grâce au cerf de Roubaix, on aura bientôt la chance de pouvoir y mettre des choses à manger. Voilà. Et pour vous faire une petite introduction de ce que sont les incroyables comestibles, qui sont un bel exemple d'implantation de villes comestibles un peu partout. Maintenant, je crois que c'est dans le monde, si je dis pas de bêtises, Morgane. Mais je vais laisser la parole à Morgane pour qu'elle puisse vous introduire un petit peu cette démarche. Et ensuite, on laissera la parole plutôt aux intervenants sur l'expérience terrain. Voilà, c'est ce qu'on voulait avoir aussi aujourd'hui. Donc, Morgane, je te laisse la parole. Merci Zoé. Du coup, ceux qui connaissent ces incroyables comestibles, vous pourrez compléter parce que je n'ai pas toute la connaissance de l'historique du mouvement. Mais en gros, effectivement, les incroyables comestibles, c'est un mouvement international souverain. Donc, c'est des groupes de citoyens qui plantent des potagers, notamment sur l'espace public. Ça a commencé en 2008 à Todmorden, en Angleterre, où un groupe de citoyens s'est réuni se demandant comment ils pouvaient agir sur leur commune, être acteurs de leur territoire. Et c'est là qu'ils ont décidé de planter des comestibles sur l'espace public. C'est un groupe qui est toujours hyper actif à Todmorden, certainement dans un contexte différent qu'on peut les voir en France, quoique certains pourraient être
peut-être dans la même veine, enfin à voir. En tout cas, les contextes sont quand même hyper différents. Et là-bas, enfin, toute la ville a rejoint les citoyens, toutes les organisations autour, voilà, la mairie, la gendarmerie, enfin, ça fonctionne très très bien. Tout le monde a pris l'initiative à cœur et du coup, là, on peut le dire que là-bas, il y a vraiment un objectif de résilience alimentaire qu'ils ont quasiment atteint en tout cas. Donc ça, c'est chouette. Et le mouvement est arrivé en France en 2010, plutôt dans l'Est. Et l'association Incroyable Comestible France a été créée en 2015. En 2013, pardon, excusez-moi. Donc les premiers groupes locaux Incroyable Comestible en France ont apporté la même idée de créer des espaces potagers sur l'espace public pour que ces espaces soient partagés, que les récoltes soient partagées et in fine créer du lien dans les quartiers notamment. Donc vraiment, les incroyables comestibles, ça agit sur ces deux plans-là, créer du lien, voire même, si ça se trouve, ça serait presque le premier objectif, et proposer du coup des fruits et légumes sains de saison, voilà, en bas de chez soi, se reconnecter à la terre nourricière. C'est un mouvement qui a été très suivi par Pierre Rabhi, notamment. On travaille avec des techniques de jardinage qui sont durables, permaculture, agroécologie. Voilà, après, c'est très ouvert sur les techniques de jardinage, mais faut que ça reste respectueux de l'environnement, notamment, et des humains qui y travaillent. Euh, il y a le film de Cyril Dion, Demain, qui a parlé de l'initiative Incroyable Comestible. Donc, il y a eu un gros pic d'ouverture de groupes locaux en France où on a dépassé les 1000 groupes locaux. Aujourd'hui, c'est un peu plus dur de quantifier le nombre de groupes locaux parce que les vieux groupes locaux sont très très indépendants et c'est hyper chouette, mais du coup on a du mal à avoir, enfin à les connaître parfois. Les mises à jour sont compliquées. Les nouveaux peuvent se créer tout seuls sans qu'on en ait conscience aussi. C'est un peu la richesse, enfin c'est carrément même la richesse du mouvement, c'est que tout le monde est indépendant, il suffit de pas grand-chose pour monter un groupe local, de la volonté, des bras, un peu de ressources, mais qui se trouvent dans la nature, donc à deux pas de tout le monde. Donc c'est hyper chouette. Moi, j'estime le nombre de groupes locaux actuels actifs à environ 400 en France. Mais voilà, encore une fois, c'est difficile à quantifier. Euh, et voilà, après, chaque groupe local a ses propres objectifs. Donc, ils se réunissent tous sur le fait de planter des comestibles et on partage les récoltes. Mais les manières peuvent être diverses et variées. Que ce soit sur l'espace public, si c'est pas forcément possible, ça peut être sur d'autres espaces qui sont moins ouvertes, ou du moins, voire même privées, mais qu'on peut ouvrir. Si on n'a vraiment pas du tout ces autorisations-là, ça peut être effectivement des bacs qui sont devant les propriétés privées, qui sont en bordure privée ou acceptables par la mairie, mais c'est pas dans un parc, par exemple. Voilà, ça peut être aussi des animations dans les écoles. Il y a vraiment plein de manières d'agir et c'est en fonction du contexte de chaque groupe local. Voilà ce que je peux dire. Est-ce que j'ai oublié une information capitale? Écoute, j'avais une question. Je sais que tous les ans, vous tentez de réunir vos adhérents. Enfin, en tout cas, je sais qu'il y a une réunion annuelle avec un appel à contribuer à faire exister cet événement. Est-ce que tu as toi-même assisté à l'un d'entre eux? Est-ce que ça réunit un grand morceau de ta communauté ou pas? Alors, pour parler des Incroyables Comestibles France, on a plusieurs événements. On va avoir l'Incroyable Printemps, qui est, en ce moment, en général, c'est en début de printemps, pour lancer la saison. On amène des ressources, qu'elles soient physiques avec les boîtes à ressources, ou qu'elles soient numériques, ou autres d'ailleurs. Ça peut être aussi des moments d'échange avec d'autres professionnels, par exemple. Et on a les Incroyables Journées, qui, là, c'est notre AG de notre association, mais on invite effectivement tout le réseau et on en fait tout un événement. Donc ça, c'est plutôt un événement physique. Donc là, l'Incroyable Printemps, on est en train de travailler sur la la mise à disposition de ressources numériques qui étaient sur notre ancien site internet. Donc on a changé de site internet et là, l'idée, c'était de remettre toutes ces ressources numériques à disposition. Et les incroyables journées, on est en cours de validation sur les dates et le lieu. Mais en général, ça a lieu l'été. Là, on est plus sur juin, mais il est possible que ça change.
Et là, on est en train de voir pour le faire à Rochefort, du coup, du côté de chez moi. Mais c'est souvent en Bretagne parce qu'on n'a pas beaucoup de groupes locaux et de personnes des incroyables comestibles France qui sont en Bretagne. Donc voilà. Et donc, du coup, pour les activités des Incroyables Comestibles France, effectivement, on a les boîtes à ressources qui sont commandables par les groupes locaux qui sont déjà existants ou qui ont envie de naître. Donc ça, c'est sur le site internet directement que vous avez le lien pour les commander. Et après, on a d'autres projets d'ampleur. En fait, l'idée, c'est vraiment de soutenir les groupes locaux. Donc là, par exemple, on a un projet qui s'appelle Incréduc. L'idée, c'est de récupérer toutes les fiches pédagogiques du réseau, parce qu'en réalité, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de groupes locaux qui interviennent dans les écoles ou même les centres socioculturels, par exemple. Et donc, ils ont tous un peu leurs animations de leur côté. Et l'idée, c'était de pouvoir faire un énorme fonds pédagogique un peu réorganisé et que tout le monde puisse piocher dedans. Donc ça, c'est un projet aussi qu'a le national. On a un projet qui s'appelle Nouveau Récit. L'idée, c'est de propager des citations inspirantes pour imaginer un futur meilleur, pour initier au changement, mais avec l'optique d'un futur meilleur. On a aussi les Grénothèques Nomades, qui est un super outil, un super support de pédagogique où l'idée c'est de sensibiliser à l'abondance, aux graines paysannes, voilà, enfin, et la diversité aussi. Donc ça, on fait des formations sur ça notamment. Enfin voilà, on a un peu des projets comme ça nationaux. Super, merci beaucoup hein, Morgane pour ta présence avec nous. Moi j'ai envie de compléter avec conviction, valeur, engagement dans votre charte que je trouve super chouette et qui résume assez bien, je trouve, votre projet. Nous, citoyens jardiniers solidaires, nos amis et nos sympathisants, qui voulons être nous-mêmes le changement que nous voulons voir dans le monde, nous fédérons autour d'actes simples, concrets et accessibles à tous. Planter, cultiver, partager. Donc, ça fait le lien aussi avec la thématique du jour qui était entraide et villes comestibles. Et je trouve ça super que tu aies rappelé en introduction que le fait de faire lien, c'est presque votre priorité, quoi, quelque part. Donc, ça, c'est intéressant. C'est qu'il y a l'aspect se nourrir sainement, revégétaliser, mais il y a aussi cette dimension, le faire ensemble, partager. Donc, ouais, c'est super intéressant. Merci beaucoup, Morgane. Est-ce que tu souhaites dire un dernier mot peut-être avant de nous laisser et je vais voir si le public a des questions pour toi aussi. Ouais, si vous voulez lire les statuts, enfin les statuts sont pompeux, mais vraiment le préambule, enfin moi j'adore le lire, c'est dans la continuité de la phrase que tu viens de citer, un peu la vision du mouvement qui est très jolie à lire si ça peut inspirer d'autres personnes. Et oui, effectivement, l'un des objectifs premiers, c'est bien de créer du lien autour des jardins et de sensibiliser à la nourriture saine dans une propulsion vers justement l'économie locale de l'alimentation qui est en lien avec les plans alimentaires territoriaux. Euh, on a l'impression que ce fonctionnement-là fonctionne davantage plutôt que de parler de résilience alimentaire qui est un énorme objectif et qui n'est pas forcément atteignable de suite. En tout cas, il faut vraiment une organisation voilà, réfléchie, costaud. Du coup, c'est pas ce qu'on voit le plus dans les groupes locaux. C'est pas forcément, voilà, le premier objectif, c'est pas forcément la résilience alimentaire, voire même pas du tout, mais plutôt créer du lien et impulser une dynamique vers un réseau local d'alimentation. Super, merci beaucoup Morgane. Est-ce que vous avez des questions pour Morgane, du coup, sur plutôt le mouvement incroyable comestible ou ce qui se fait au niveau national? Combien de personnes? Alors tu disais, je crois que c'était 400 groupes en France. Est-ce que tu sais à peu près combien de personnes ça représente ou pas, Morgane? Bon, pas du tout. Si on fait le calcul, en général, il y a un bon gros noyau de 10 à 12 personnes, je pense, actifs, et après qui gravitent autour, donc qui viennent de temps en temps participer ici ou là aux animations. Ça peut dépendre, mais on peut compter une trentaine de personnes. Ouais, enfin, encore, c'est hyper louche, hyper, ouais, à la louche, parce que s'il y a des animations qui touchent plus, je saurais pas dire, mais des milliers. Des milliers. Ouais, donc entre 5 000 et 8 000, quoi, si on fait une grosse fourchette. Ok. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être pour Morgane avant qu'elle nous laisse? Bon, on va passer aux personnes en présentiel. Bon, un grand merci à toi, Morgane. Je pense qu'on peut l'applaudir bien fort
Merci d'avoir été présent avec nous ce soir. Merci, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Salut Morgane, à la prochaine. C'est un projet qui a démarré il y a 3 ans. Maintenant, on a 150 familles qui sont sur cette logique-là. Et donc, c'est vraiment aussi dans cette logique de ville nourricière, de faire en sorte de faire reprendre goût aux gens à faire eux-mêmes, à manger des bons produits. On leur explique comment faire une lasagne, comment le remplir. On leur offre les plants, on leur offre la paille pour faire la lasagne. L'herbe, c'est l'herbe de tonte de chez eux. Donc c'est un petit peu l'histoire autour de ça. Il y a des actions autour des écoles, pour amener les enfants dans les jardins partagés. Il y a des actions dans des crèches aussi, parce que plus on démarre tôt, plus on a de chances que ça germe. Voilà. Et puis, il y a des trocs de plants, des grainothèques, etc., qui ont vu le jour aussi, et donc qui fleurissent sur la ville. Et donc, et on a eu la chance, au fur et à mesure des années, d'avoir la ville qui s'est un peu approprié la thématique. Et c'est aussi une des clés de la réussite des incroyables comestibles, c'est de dire, nous on dit toujours, on n'est pas là pour faire le jardin à la place des gens, on est là pour fédérer, pour faire en sorte qu'ils puissent se l'approprier, être facilitateurs, parce qu'on a un savoir-faire et une technique, mais c'est eux qui font. Et après, on aide. Voilà. Et donc, petit à petit, on s'est développé, on a grandi. L'association est maintenant, depuis 1 an, une salariée. Voilà. Et donc, financée par la commune. Hein. Mais voilà, donc où nous en sommes. Super, merci beaucoup. Ça fait rêver, hein. Du coup, on laisse la parole à Philippe sur le projet des jardins partagés du Grand Cerf. Pareil, du coup, Philippe, comment l'aventure elle a commencé pour toi? Et puis, au départ, tu partais, c'était quoi ton ambition, ton objectif? Et qu'est-ce que c'est devenu, quoi, finalement? Ouais, alors, en fait, pour nous, ça a démarré, on va dire, en 2011. Au moment où, en fait, je me suis pris une grosse claque professionnelle et où j'ai remis en cause toute ma façon de penser, de vivre et d'envisager la vie de manière générale. Et à l'occasion de cette grosse claque, je me suis retrouvé quand même dans une situation presque même pas précaire. Heureusement qu'il y avait des gens pour me soutenir autour. Et en fait, j'ai commencé à faire les incroyables comestibles chez moi. Parce que, par raison de nécessité, parce qu'il fallait que je mange, en réalité. Et donc, on a fait des bacs, on a fait des petits potagers dans notre petit jardin, qui est tout petit, 35 mètres carrés. Et là, on s'est dit, finalement, c'est pas mal. Et entre les deux, on a découvert le projet les collectifs incroyables comestibles. Donc, et on s'est dit, en fait, nous aussi, on veut faire. Mais là, en fait, par rapport à Yvan, disons que l'intention de départ, c'était plus donner de l'autonomie alimentaire et aider les gens à manger correctement, en fait. Donc on a démarré un peu comme eux. En fait, on a mis des bacs, mais là, par contre, ça s'est un peu plus mal passé que du côté de Villeneuve d'Ascq, parce qu'on a mis des bacs, mais en fait, on n'a pas été, on va dire, pas vraiment soutenu par la mairie. Alors les bacs, on les a mis au pied d'immeubles qui n'appartenaient pas à la commune. Donc en fait, ils ont perduré pendant 3 ou 4 ans. On a fini par mettre 23 bacs au pied d'un immeuble où il y a 1200 personnes à peu près. Et puis à l'occasion du coronavirus, après 2020, en fait, finalement, Habitat du Nord qui nous finançait pour faire ces jardins au pied de l'immeuble, ont décidé d'arrêter totalement. Et ils ont même été jusqu'à passer un bulldozer dedans pour enlever tout ce qu'il y avait, quoi.
Donc entre les deux, heureusement, en 2017, en 2014 en fait, on a rencontré quelques élus de la commune qui étaient écologistes et ils ont réussi en fait à nous obtenir une petite parcelle de 800 mètres carrés sur un terrain qui était attenant une petite école maternelle. Donc on a tout de suite sauté sur l'occasion parce que là c'était vraiment... Ils avaient qu'à traverser la rue pour être dans nos jardins, donc parfait pour les enfants. Et par contre là on s'est dit... entre 23 bacs et puis 800 mètres carrés, déjà il y a un gap. Et puis on s'est retrouvé dans un terrain où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de moyens. Donc il fallait essayer de faire, mais produire vraiment. Et par contre, en ayant des techniques pratiquement manuelles. Donc, moi, j'avais expérimenté des bacs. En fait, j'avais expérimenté un peu la lasagne, quoi, en fait, en termes de permaculture. Mais c'était pas vraiment une lasagne, parce qu'un bac, c'est pas une lasagne, c'est un bac avec de la terre dedans, on met des couches, mais c'est pas la lasagne telle qu'on la conçoit nous, en fait, en tout cas. Et donc on a créé dans ce jardin un premier mandala qui faisait à peu près 650 mètres carrés de surface, avec des trous de serrure. Alors je sais pas si certains connaissent la technique de culture sur but. En fait, le trou de serrure, c'est la forme, on va dire, basique, hein, d'ailleurs qu'on a implanté pas mal aussi sur Villeneuve, dans les jardins. En fait, c'est un cercle, une couronne, quoi, en fait, comme un gâteau, et dans laquelle vous avez percé une entrée. Donc, si vous le regardez d'en haut, ça s'appelle un keyhole en anglais, donc un trou de serrure, en fait, en gros. Et donc, sur la butte, on va planter. La butte, c'est une lasagne. Mais là, du coup, ça ouvre un peu d'autres perspectives parce que un jardin, ce n'est plus simplement un carré ou une route. Là, on peut faire des motifs. La seule chose qui nous arrête dans la forme d'une butte, c'est en fait le terrain et puis notre force et puis le temps qu'on veut y consacrer. Mais sinon, on a des buttes aujourd'hui qui sont en forme de fleurs. On a des mandalas avec des motifs qui sont complètement différents. Et donc, en fait, en utilisant cette technique de la permaculture, du coup, en fait, comme on paille énormément, on n'a pas vraiment besoin d'arroser, même quand il y a des grosses sécheresses. En hiver, ça nous protège du froid, et en plus, en se décomposant, ça finit par rapporter de la matière organique. Donc, on est tout gagnant là-dessus. Et puis, en même temps, le fait que les jardins soient complètement ouverts, à ce moment-là, ça nous permettait à nous d'accueillir tout le monde, tout le temps, sur un terrain qui est quand même assez important. Et là, on a commencé sur une version potagère pure et dure. Et en fait, c'est énormément de travail. Et puis, faut avouer aussi que autant sur Villeneuve d'Ascq, leur méthode, moi, je pense, c'était plus... Enfin, en fait, c'est les habitants qui sont venus à eux, et pas nous, pas eux qui sont allés voir les habitants pour leur dire on va faire ça, machin. Et là, je crois que pour eux, c'était gagnant-gagnant. Nous, on est parti un peu de l'inverse. On a dit on va faire des grands jardins en espérant que les gens ils se les approprient. Alors aujourd'hui, on y est arrivé. Mais à l'époque, en fait, on n'a pas réussi à avoir suffisamment de gens pour cultiver. Machin. Et donc, on s'est dit, faire ça tous les ans, c'est harassant et ça nous fait pas vraiment avancer parce qu'en fait, quand les gens voient qu'il n'y a pas grand-chose qui pousse, c'est presque un repoussoir, quoi. Au contraire de ce qu'on voulait, nous, on voulait attirer les gens en disant, voilà, on a des belles choses, des choses qui poussent, c'est agréable, venez vous promener, faire des choses à l'intérieur des jardins, pas forcément jardiner avec nous. Et donc, et là, on a commencé à penser aux arbres fruitiers. Et donc on a planté sur cette parcelle, on a planté une 50aine d'arbres fruitiers. C'est tout petit, hein, donc vous voyez les arbres fruitiers, on a pris des petits arbres qui poussent pas très haut, mais qui produisent 40-50 kilos à chacun. Et puis dans l'intervalle, en fait, la commune avait un projet d'installer un verger municipal.
Et ça, c'était sur un terrain qui était à 100 mètres de là où on était installé. Et à l'époque, on a été voir la municipalité et en fait, ils ont réussi, ils nous ont accordé la possibilité, en fait, d'installer nos buttes de culture au milieu du verger. Donc là, on a développé tout un projet, mais sous la forme plus d'une forêt, une forêt comestible. Et aujourd'hui, en fait, sur cette parcelle, alors c'est plus une parcelle, ça fait 5000 mètres carrés quand même, enfin 6000 pratiquement. Et donc dessus, il y a 200, entre 250 arbres fruitiers et 300. Il y a quelques centaines d'arbustes, petits fruits, grands fruits. Et au milieu, en fait, nos mandalas, finalement, ça fait comme une clairière dans une forêt. On a toujours une forme arrondie, hein. En fait, ça s'inscrit toujours dans un cercle. Donc aujourd'hui, on a des noisetiers qui poussent au bord, qui font des naturels, qui nous mettent de l'ombre, qui apportent des fruits. Et au milieu, en fait, on a toutes nos surfaces potagères. Alors, comme la participation n'était pas vraiment au top au départ, donc on a commencé, on a pris 2 salariés en insertion. Et là, aujourd'hui, en fait, ils sont toujours là, à part un. Enfin, il y en a un qui est décédé, malheureusement, il y a 1 an, mais on a donc repris une deuxième personne il y a 3 ans, et là, on a réembauché un guide nature là, en début d'année. Parce qu'effectivement, dans nos activités, on a non seulement le jardinage, mais aussi toutes les activités que Yvan, vous avez citées, pédagogiques, relations avec les habitants, des soupes. On fait aussi, en fait, on essaye de travailler sur l'aspect gaspillage alimentaire. Parce qu'en fait, on s'est aperçu assez vite que finalement, nos villes, on ne les connaît pas tellement. Nous, on habite à Ronchin. Alors, je ne sais pas si vous voyez, en gros, c'est une ville qui est cernée par des autoroutes de tous les sens. Donc, et là, par contre, dans les autoroutes, au milieu des autoroutes, il y a plein de délaissés. Et comme à mon avis, au moment où ça a été construit, il y avait des fermes. Alors aujourd'hui, si vous vous y baladez, vous arrivez à y rentrer, parce que quelquefois c'est vraiment compliqué, mais si vous arrivez à y rentrer, vous y trouvez des pommiers, des poiriers, des pruniers, des choses qui sont restées des vergers. D'ailleurs, c'est ça qui nous a donné l'idée. On s'est dit, nous, dans 2 ans, on est peut-être mort ou on ne pourra plus faire. Mais là, ces arbres-là, ils étaient là il y a déjà 30 ou 40 ans, puisque les autoroutes n'existaient pas. Et ils sont toujours là et ils produisent toujours des fruits. Et on s'est dit, là, je crois qu'on tient un truc, parce que à ce moment-là, en fait, si tu plantes des arbres aujourd'hui, bah, c'est pour l'avenir, c'est pas juste pour demain ou après-demain. Et donc, je pense que s'il y avait quelque chose, peut-être aujourd'hui, dans ces démarches-là, c'est ça, justement, rendre les jardins pérennes par le fait qu'on a des arbres et des arbustes et des zones qui vont rester sauvages déjà, et aussi qui vont continuer à produire, même quand il n'y aura plus personne pour les entretenir. Voilà, un peu dans la foulée, en fait, moi j'étais affublé de plein de petits problèmes de santé, mais vous savez, les choses chroniques à la con que tout le monde a, des douleurs articulaires, des hémorroïdes, ce genre de conneries. Et puis, comme on avait des terrains où en fait on fait de la permaculture, donc il n'y a pas d'engrais, on tombe très très peu, donc on a des endroits pour accueillir les animaux, la biodiversité, et on a même hérité il y a 2 ans une sorte de friche qui était sous une ligne à haute tension, qui fait 1 hectare, et qu'on a voulu, en fait, on co-gère aujourd'hui avec RTE, parce que la ligne au-dessus, tous les 3 ans, il passait avec un broyeur, quoi, en fait, sur la butte en question, 1 hectare, complètement un paysage lunaire après, quoi, du bois broyé. Et donc on a réussi à prendre un accord avec eux en leur disant, voilà, nous on gère, mais on maintient le truc sauvage, on va pas faire des jardins dedans. Mais, si, on a quand même greffé quelques poiriers sur des aubépines parce que on pouvait pas. Mais sinon, on l'a laissé sauvage parce que ça, en fait, c'est notre terrain là où on trouve toutes nos plantes médicinales.
Donc aujourd'hui, on a une belle herboristerie, je crois, qui est assez originale. Et en fait, on se sert de cette herboristerie pour nous financer par l'intermédiaire d'une boîte à dons qu'on a créée en fait en ligne. Donc aujourd'hui, vous pouvez avoir tous nos macérats, nos plantes en vrac, ce genre de choses, par l'intermédiaire de cette boîte à dons. Parce qu'en fait, on ne voulait pas rentrer dans... Dire, moi, je suis pas là pour faire du commerce. Donc, c'est tout ce qu'on fait, c'est toujours sous forme de dons. Donc, en fait, on a créé cette boîte en disant, voilà, vous nous faites un don, ça nous aide à financer nos petits salariés. Et en contrepartie, on vous envoie une plante, un flacon, une teinture mère, un macérat. Et donc ça, aujourd'hui, ça représente quand même une grande partie de nos financements. Parce que ça, c'est à l'échelle nationale, et puis c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, on n'a pas besoin de travailler particulièrement là-dessus, mais donc on a besoin de terrain où on peut trouver toutes les plantes médicinales, et puis en fait, on est bien servi. Hein. Je vous avouerai qu'il y a quelques arbres, évidemment. Enfin, on trouve pas mal de plantes qui sont un peu plus rares, ou voire presque exotiques, mais dans les parcs, les jardins de la commune ou des communes attenantes. Et sinon, ouais, sur l'aspect en fait gaspillage alimentaire, puisqu'aujourd'hui, il faut savoir quand même qu'en général, un agriculteur, par exemple, qui va faire du haricot ou un produit calibré plutôt, genre de la pomme ou du poireau ou de la courgette, en fait, il vend, enfin, il y a 35% de sa production qui n'est pas vendue. Donc en fait, ça reste en déchets, ça finit au broyeur ou au compost si le mec est bio, sinon ça finit carrément à la benne. Et en plus, nous, quand on achète les produits, 50% de ce qu'on achète en légumes et en produits frais finissent à la poubelle aussi. Donc si on fait le compte, il y a quand même, je pense qu'on produit 4 ou 5 fois plus que ce qu'on a besoin, et les gens crèvent de faim. Littéralement, hein, parce qu'aujourd'hui, on a 1 personne sur 4 en France qui ne peut pas faire 3 repas réguliers dans la journée et qui a du mal à trouver de quoi manger. Donc en fait, on a décidé d'aller glaner toutes les pommes dans les pommiers, les vergers publics, les choses comme ça, les poires. On a aussi invité tous les gens qui habitent à Ronchin à nous faire récolter les fruits quand ils ne savent pas les récolter eux-mêmes pour les redistribuer ensuite. Donc on a organisé un marché solidaire qui marche tous les vendredis. Bon, là en ce moment il est un peu en latence parce que à part des topinambours, on n'a pas grand chose dans les jardins. Mais l'année dernière par exemple, on a distribué à peu près 4 tonnes. Donc, dont 1 tonne de pommes. Alors tout ça sur des lieux publics ouverts. Bon, après, les patates, on va les glaner dans les terrains. On a quelques agriculteurs, quelquefois, qui nous sollicitent aussi parce qu'ils ont un surplus et puis qu'ils ne préfèrent pas le jeter. Donc, on va le chercher, on le redistribue. Donc ça, c'est aussi une façon, je pense, d'exploiter les ressources qu'on a sans être obligé de faire un travail supplémentaire, quoi. Super, donc on merci. essaye de lier l'ensemble. Et voilà. Et donc résumé aujourd'hui, le dernier projet qu'on a, là, c'est de créer une pépinière associative. On l'a créée, hein, elle est déjà en place. Donc aujourd'hui, on a 800 arbres fruitiers qu'on met à disposition de toutes les associations, tous les lieux ouverts, mais uniquement pour finir dans un espace public. En fait, l'idée, c'est un peu libérons les fruitiers, quoi. Ils n'ont rien à faire dans les jardins des gens. Et puis, juste par curiosité, tu fais signer une charte à ceux qui récupèrent. Comment tu fais pour le récupérer? Après, je pense que c'est une question de confiance. De confiance, hein, ok. ouais. Mais effectivement, la première question qu'on dit, est-ce qu'on peut, en tant que particulier, est-ce qu'on peut? Et oui, mais à condition de planter devant chez toi, quoi. C'est la seule condition valable. Mais moi, je suis convaincu intimement qu'on a fait les calculs, hein, à peu près sur la commune de Ronchin, 20 000 habitants. Pour atteindre à peu près 80%, on va dire, d'autonomie fruitière, parce que bon, l'autonomie légumes, faudrait quelques centaines d'hectares, je pense. Mais en autonomie fruitière, 4500 arbres fruitiers, ça suffit.
Ok. Et 4500 arbres fruitiers sur quelques kilomètres carrés, je pense qu'on a la place dans nos villes pour faire ça. Et là, je pense on aura amélioré vraiment la résilience et l'autonomie alimentaire aussi. Parce que quand même, le fruit, même si c'est pas ce qu'on mange en premier, c'est lui qui va vous amener quand même tous les bons nutriments, les vitamines, les minéraux que vous ne pourrez pas trouver dans un légume quelconque. Donc, à mon avis, il y a une valeur ajoutée quand même aux fruitiers et c'est pas une question de place. Nous, ici, par contre, on a bien du mal sur Ronchin ou ce genre de choses, parce que, en fait, c'est un peu ce que disait Yvan, en fait, il faut se caler sur les usages. Et les terrains sont toujours multi-usages. Donc, du coup, tu peux planter un arbre, mais il ne faut pas le planter au milieu, parce qu'après, les enfants ne peuvent pas jouer à la balle. Donc, il faut une certaine réflexion. On ne peut pas le faire comme ça, but en blanc. On risque d'avoir tout de suite les gens qui disent « Ouais, mais là !» Donc, il faut réfléchir d'abord et éventuellement, si on a la chance, et ce n'est pas le cas de tout le monde, si on peut avoir des relations apaisées avec la municipalité, à ce moment-là, travailler avec les services techniques. Parce que eux, s'ils sont au courant, ils mettent au courant les sous-traitants. Oui. Nous, on a eu à l'occasion, à 2 reprises, on a une première fois 120 arbres qui ont été rasés parce que le type, il est passé avec une tondeuse là où il ne devait pas être. Et c'est quand il est sorti de la pépinière qu'il s'est aperçu qu'il avait amoché tous les arbres. Et là, dernièrement, là, c'était RTE parce qu'ils ont changé les câbles de la ville. Donc, on avait une pépinière, mais tu vois, nous, on ne tombe pas. Donc, oui. on a des arbres de 2 ans qui sont hauts comme ça et des herbes qui sont hautes comme ça. Donc les mecs, ils sont passés au travers. Et puis, pareil, encore 120 arbres dégagés. Il faut mobiliser, il faut mettre les grandes pancartes. Mais tu sais, il y a eu des réunions avec les gens de RTE, les gens de la ville, les gens qui devaient élaguer, machin. Mais en fait, finalement, celui qui a fait le travail, c'est pas ceux qui sont venus sur le terrain. Donc, c'est ça le problème, c'est que maintenant c'est morcelé tellement qu'en fait plus personne ne sait vraiment ce qu'il fait. Et alors, c'est pas un reproche que je fais aux gens qui travaillent dans les espaces verts, tu vois, mais en gros, les mecs ils ne connaissent pas les plantes sur lesquelles ils sont censés travailler, quoi. Ils savent pas ce que c'est qu'un arbre, ils savent pas quel arbre, ils savent pas à quelle hauteur il va pousser, si une plante elle est remarquable ou pas, on sait pas. En fait, la seule chose pour eux, c'est leur indicateur, c'est le tuteur. Alors, un conseil, si vous mettez des arbres dans les espaces publics, mettez un tuteur. Parce que le type qui va passer avec sa tondeuse, il va le voir, le tuteur. Par contre, ton arbre de 2 ans, là, qui est dans l'herbe haute, lui, il va passer au-dessus. Et encore, l'autre jour, la même pépinière qui venait nous araser, ils reviennent derrière pour couper des acacias qu'il y avait au fond. Donc nous, on était d'accord avec ça. J'arrive pour voir ce qu'ils étaient en train de faire. Le mec, il était avec une tronçonneuse au-dessus de la 2e pépinière en train de dire « Ouais, je vais enlever les rejets. » C'est pas des rejets, ma gars, c'est 120 arbres fruitiers, là, des poiriers que tu es en train de saccager. Donc, vous voyez le niveau. Pédagogie à faire un petit peu. Ouais, c'est ça. Ouais, sur l'aspect pratique et technique, je pense que je vous poserai quelques questions ensuite là-dessus, parce que nous, on a eu aussi dans le Trichon des petites aventures. C'est ça, oui. Mais je vais laisser la parole à Juliette passe le micro. et Jérôme sur le sujet des paysans. Mais ouais, allez-y. Ouais. Bien dans votre groupe pour pouvoir animer ça. Alors aujourd'hui, on est à peu près 110 adhérents, c'est ça? Oui. En groupe vraiment actif, une quinzaine de personnes à peu près. Oui. Mais aujourd'hui, on a fédéré beaucoup plus l'entretien des terrains, c'est les salariés. Et moi. Par contre, on a fédéré beaucoup plus sur ces aspects marché solidaire, faire des confitures, ce genre de choses. Donc là, aujourd'hui, c'est notre rendez-vous du vendredi où il y a un groupe où on n'a même plus besoin de dire il se passe quelque chose, ils savent que vendredi il y a quelque chose, donc ils viennent naturellement. Donc ça c'est agréable, c'est un vrai succès pour nous, et une quinzaine de personnes sur le quartier, je trouve que ça va, on a des gens qui sont investis, et la particularité de nos jardins c'est que comme en fait c'est tout ouvert, mais qu'aujourd'hui c'est devenu vachement plus beau que ce qu'il y a à côté,
Donc, en fait, tous les promeneurs de chiens, tous ceux qui veulent faire une promenade, lire un bouquin, ils viennent dans ces jardins se promener, parce que pour eux, c'est un jardin d'agrément, c'est aussi beau que si c'était un jardin d'agrément. Et donc, on a beaucoup d'ambassadeurs aujourd'hui aussi, qui, quand ils voient quelqu'un piétiner les buts ou machin, ils disent ouais, fais attention, voilà, il y a des choses qui poussent. Donc, oui, au final, au bout de 10 ans, quand même, on a une grosse appropriation des terrains. Par contre, je ne sais toujours pas qui vient récolter. Ça, je ne les vois pas. Mais je pense qu'en fait, beaucoup ont honte un peu de leur situation, d'être obligés de venir dans ce genre de choses. On a l'impression quelquefois que c'est valorisant, mais... Alors, on a deux cas, en fait. Il y a les gens qui fréquentent les jardins et qui, eux, vont plutôt dire tiens, des fraisiers, bon, je les mets dans ma poche et puis je vais les mettre dans mon jardin. Ça, c'est la première attitude. Et la deuxième attitude, c'est ceux qui ont vraiment faim. Et là, eux, en général, ils n'osent pas. Parce qu'ils pensent que ils vont voler, ils sont pas. Donc ces gens-là, on est obligé d'aller les voir pour leur expliquer que c'est à leur disposition, qu'ils peuvent venir quand ils veulent, qu'ils peuvent prendre, quoi. Et en discutant avec eux, je me suis aperçu effectivement, t'as pas tellement envie de crier sur tous les toits que tu peux pas donner à manger à tes enfants tous les jours, que quelquefois simplement 1 kilo de patates, ça permet de manger des frites. Donc c'est un peu ce genre de personnes qu'on rencontre, quoi, finalement. Donc ça pour moi aussi ça me donne de l'énergie, tu vois, parce que je me dis ce qu'on fait là, c'est pas inutile, c'est pas juste pour faire beau. On a un impact, il y a des gens qui comptent sur nous pour qu'on replante des légumes derrière. Bon, la seule chose que je leur reproche, c'est un peu de ne pas venir nous aider de temps en temps pour faire la chose, mais ça au moins on sait que c'est un succès, quoi. Ouais, je te repasse le micro merci parce beaucoup, que Philippe, hein. Super riche, c'est super intéressant. Super, merci. on a fait ce qu'on a pu. Du coup, Juliette, la ferme urbaine du Trichon, est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissent la ferme urbaine du Trichon, là, qui y sont déjà allés? Ouais, on sent qu'il y a de la communauté trichonnaise, ça fait plaisir. Bon, vas-y, Juliette. Oui, j'allais poser la question. Donc, pardon. Non, mais c'est très bien. Je sais que vous êtes quand même assez nombreux à connaître le projet. Bon, je vous raconte quand même, je reprends un petit peu comment ça a commencé. L'ouverture de Baraka en 2012. Il négocie avec la mairie l'occupation temporaire du parking qui est juste en face de Baraka, qui appartient donc à la mairie, qui est l'ancien parking du bâtiment des LEA. Et ils obtiennent, pour y installer leur terrasse l'été, ils obtiennent la convention en 2015. Et avec l'UPC, ils réfléchissent à... c'est 2300 mètres carrés d'espace quand même, et ils réfléchissent à ce qui pourrait se faire aussi sur cet ancien parking. Et naît l'idée d'un jardin des voisins, jardin partagé. Du coup, l'UPC organise des réunions, des temps d'échange, de rencontres pour mobiliser un petit peu les habitants sur cette question-là. Moi, j'arrive d'ailleurs, parce que je suis habitante du quartier et que j'en entends parler, en 2016. On fait quelques réunions, puis parce que comme le terrain appartient à la mairie, un peu comme vous, on se dit « Ah tiens, il faudrait peut-être qu'on demande telle ou telle autorisation. » Puis au bout d'un moment, on s'est dit « En fait, non, on va faire et on verra. » Et donc, on a fait. Mais comme c'est un ancien parking, on a créé des bacs hors sol. On a récupéré de la terre, c'est à l'ERS. Et puis aussi des buts de permaculture. On a créé 12 bacs de culture. Du coup, au début, on était plutôt sur que de la gestion collective de ces bacs. Bon, déjà, on a passé beaucoup de temps à les construire, quand même. D'abord. Parce qu'on se retrouvait tous les vendredis après-midi, donc ça a pris quand même un peu de temps, mais on a quand même pu... la première saison, avoir quelques légumes et pouvoir récolter quelques légumes et faire un premier repas partagé en septembre. Et donc au début, on était sur une gestion collective de ces bacs.
On a créé quelques événements, tout ça. 2017, Roubaix, alors je vous le dis un peu dans le désordre, mais Roubaix se déclare ville nourricière et repère un certain nombre de friches qui pourraient être dédiées à l'agriculture urbaine. Nous, derrière le jardin partagé, il y a une friche industrielle qui appartient à la MEL, qui était en concession à la SEM Ville Renouvelée pour être vendue sur un projet immobilier. Et en fait, on arrive à la fin de cette concession. La MEL ne l'a pas, enfin, la SEM Ville Renouvelée n'a pas trouvé preneur parce que il y a l'ancien mur. Ça fait des pchit quand je parle. T'es trop près, mais Ah, un je suis tout trop petit, près. plutôt sur ton menton. C'est technique. Ah, c'est magnifique. C'est bizarre. Et donc, on arrive à la fin de la concession. Le terrain n'est pas vendu parce que l'ancienne usine, en fait, ils ont dû garder le mur extérieur de l'ancienne usine parce qu'il représente un intérêt au patrimoine industriel sur sa construction qui est unique à Roubaix. Enfin, on ne peut pas y toucher comme on veut. Il n'est pas protégé, mais on peut faire 2-3 trous, mais on ne démolit pas, quoi. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de promoteurs immobiliers intéressés. Donc nous, je dis nous. Enfin, voilà, aussi, on s'était créé en association avec l'UPC, Baraka. On s'est dit, tiens, si on récupérait ce terrain pour y faire de l'agriculture urbaine. Donc, on a une étude de faisabilité qui est financée dans le cadre d'un FIDES, Fonds d'investissement pour le développement de l'économie sociale et solidaire, pour justement voir est-ce qu'on peut développer donc une ferme maraîchère sur cet espace-là. Ça a fini en 2018. Ce FIDES a permis de commencer à négocier un petit peu, puisque le terrain appartient à la MEL, commencer à négocier des financements, enfin voir ce qu'on pourrait faire et tout ça. Et en fait, on est confronté à un problème de pollution. Le terrain, en fait, a été occupé pendant plusieurs années par des Roms. Les Roms, dans leurs moyens de subsistance, ils brûlent des cuivres, ou ils réparent leurs voitures, ils font des vidanges et tout ça. Et il y avait des grosses poches de pollution à l'hydrocarbure et aux dioxines. Ouais. Donc, la MEL décide d'enlever ces poches de pollution. En fait, elle les extrait. Et elle les envoie en retraitement. Bon, on sait pas, là on n'en sait pas plus. Mais du coup, ce FIDES, ces négociations nous permettent d'obtenir un marché de recherche et développement en 2021 pour reconstituer un sol vivant. Parce que sur la partie en fait qui a été occupée où il y avait ces grosses poches de pollution, en fait, il a été décidé pour tout remettre à niveau, de faire venir une terre de remblai, donc une terre inerte en pollution, mais inerte en tout. Mais en tout. Ouais, il ne se passe pas grand-chose. Donc, le marché qui a été négocié avec la MEL, c'est un marché de recherche et développement. Ici, j'ai un trou. Sur la reconstitution d'un sol vivant avec des scientifiques. Où en fait, comme du coup on a quand même gardé une petite zone sur 300 mètres carrés, en fait on a 3 jardins expérimentaux où il y avait des scientifiques qui faisaient des expériences, donc sur le sol initial, sur le sol pollué et sur le sol limon, ce qu'on a appelé nous la zone limon. Voilà, pendant 3 ans, donc on a obtenu ce marché pendant 3 ans, il nous a permis de salarier des personnes, un maraîcher, une personne qui était plus sur l'aspect logistique de la reconstitution du sol, une chargée d'animation donc pour développer un peu le projet dans le quartier auprès des habitants, et un chef de projet, un coordinateur. On est arrivé, donc le projet c'était on reconstitue un sol, on installe une ferme maraîchère en autorécolte. Les habitants s'abonnent et viennent récolter eux-mêmes les légumes. On est arrivé donc l'année dernière, en fin 2024, fin de marché. Courant de l'année, on se rend compte qu'en fait, en fait, la surface que je vous ai pas dit, c'était 6300 mètres carrés de surface cadastrale. Et quand on a travaillé vraiment sur le design
Donc de cette surface à cultiver, c'était plus 6300 mètres carrés parce que tu enlèves le béton qui tient, les bras de force qui tiennent le mur, tu enlèves les allées, les passe-pieds et tout ça. On est arrivé en fait à 3000 mètres carrés de surface agricole utile. 3000, ouais, pas mal, mais moins que prévu. Du coup, bon, ça remettait un peu en cause notre projet aussi d'autorécolte parce que le modèle économique nous permettait de fonctionner sur le nombre de mangeurs en fait. Autre difficulté, c'est que la MEL, donc on est sur une convention sud d'occupation temporaire, la MEL ne s'est pas engagée à renouveler cette convention qui arrive à terme en 2025. Donc difficile aussi de mettre des serres, de s'implanter, de développer. Le système d'abonnement tel qu'on l'avait pensé est inspiré de ce qui existe en Belgique. En fait, ne parle pas aux habitants du quartier. Les gens, ils sont pas prêts à s'abonner pour un an pour venir récolter des fruits et des légumes bio. Enfin, il faut du temps. Et vraiment beaucoup de pédagogie pour effectivement amener à se projeter. Parce que quand on s'abonne et qu'on sur un système comme ça veut dire qu'on partage le risque et l'abondance. Voilà. L'année dernière, au mois de mars, vous vous souvenez du printemps qu'on a eu, on a eu surtout des limaces. Voilà. Et du coup, bien dodus. Et non, ça se mange pas. Et donc, on a fait quand même un test d'autorécolte l'année dernière avec quelques mangeurs. Et en fait, ils ont eu des radis pendant 3 mois. Il n'y avait rien qui poussait, où tout était mangé. Donc, comprendre que tu partages le risque, que tu payes 450 € l'année et que tu vas manger des radis pendant 3 mois, c'est peut-être un peu... voilà. Après, on a eu plein de tomates l'été, et donc là, il y avait de l'abondance. Mais on a été confronté à un problème, parce qu'on a fait une demande de certification bio. Écosser est venu donc prélever des légumes et un petit peu de terre. Ils ont fait des tests. Et en fait, on a eu une grosse alerte au mercure, aux polluants. Alors que ça faisait 3 ans qu'on a fait tester les légumes et la terre et tous les amendements par les scientifiques et qu'on n'a jamais eu de problème. Et donc là, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Donc on a arrêté notre test d'autorécolte. On a aussi donc beaucoup échangé avec les mangeurs et tout ça sur la question. Et du coup, on a repensé un peu le projet, puisqu'il nous faut aujourd'hui un modèle économique, pour pouvoir continuer à occuper le terrain et à avoir un peu de soutien de la mairie. On a eu 4 000 € cette année. C'est beau. Il faut qu'on soit productif. Il faut que, alors si pas totalement autonome, mais il faut qu'on soit productif. Donc on a repensé le projet autour du maraîchage bio-intensif sur 3000 m², qui là serait plus donc en autorécolte mais vendu à Baraka, qui pourrait donc utiliser les légumes pour son restaurant. Et on a pensé à El Caget aussi, qui pourrait revendre les légumes, et à la Nilard, puisque c'est un peu les distributeurs de légumes bio de proximité. Et donc, tout ça, ça finance un maraîcher à 21 h semaine au SMIC. Donc, on recherche un maraîcher à 21 h semaine au SMIC. C'est pas facile. Et l'autre source de financement, c'est la vente en fait des animations pédagogiques et visites et tout ça, enfin tout ce qu'on a développé avec les partenaires, parce qu'on fait énormément d'animations pédagogiques avec les écoles. Et ça finance un animateur à 28 h au SMIC aussi. Voilà. Comme vous. Donc on en est là aujourd'hui. Mais toute cette réflexion nous a amené du coup à repenser quand même le projet avec les adhérents, et on s'est dit quand on savait qu'on ne pourrait pas faire ce projet de ferme maraîchère en autorécolte,
s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Cet espace, c'est quand même un commun nourricier. On a envie, on veut que ce soit un lieu d'émancipation, un lieu d'encapacitation pour les habitants. Tiens, ce serait bien en fait de continuer à proposer quelque chose de productif où les habitants viendraient récolter eux-mêmes. Et donc c'est comme ça qu'est né ce projet de forêt-jardin. Mais donc là, totalement géré par les habitants, les adhérents, enfin toute personne volontaire. Voilà. Donc on a commencé là quand même cet hiver à planter. Mais ça, c'est Jérôme qui va parler de la partie un peu plus. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que quand donc l'UPC a eu ce projet d'incroyable comestible, ils nous ont proposé de participer, et ça allait pour nous de soi effectivement qu'on participe et qu'on accompagne ce projet. Et parce qu'il y a beaucoup de choses à faire effectivement à la ferme avec tous les ambassadeurs, entre les semis, les ateliers, faire des buts en lasagne, enfin trouver des animations, effectivement c'est des super idées, et ça c'est des choses à faire ensemble. En plus, juste pour la petite anecdote, on se fait quand même pas mal voler nos légumes en ville. Et dans nos bacs, aujourd'hui, il y a des bacs qui sont individuels. Ça veut dire qu'on a des habitants qui cultivent. Et donc, ils ont des fois un peu dur de se faire voler leurs belles citrouilles ou leurs tomates, hein, Alain? Et leurs courgettes. Non, mais tu fais partie des gens qui... Et du coup, on s'est dit, on va faire 2 buts à l'entrée de libre service. On s'est dit, voilà, ça va être des libres services. Vous voulez goûter, vous servir, ça, servez-vous là. Et les bacs des personnes, vous n'y touchez pas. Donc, tout ça, c'est un petit peu dans la même veine effectivement, de permettre de venir se nourrir, en tout cas, ou découvrir des fruits, des légumes et pouvoir se servir. Voilà, je te passe la parole. Avec plaisir. Mais oui. Moi, je suis arrivé à la ferme urbaine du Trichon en ne connaissant rien de ce que Juliette vient de dire. Alors, je trouve ça formidable d'avoir un condensé de toutes ces années et tout ce travail et tout cette entraide. Mais moi, je fais la connaissance de la ferme urbaine du Trichon en me baladant en arrivant à Roubaix. Alors, c'est un peu ce que je vous propose de faire, de se promener dans cette belle ville et de découvrir tous les jardins qui existent. Et j'ai rencontré un groupe, le groupe qui gérait le jardin partagé. Et avec la palissade qui entoure ce jardin partagé et cette friche qui n'était ouverte à personne. Et quand cet espace public s'est ouvert à la gestion par l'association, j'ai trouvé ça formidable, dans le sens où il y a un espace quand même incroyablement grand pour un centre de ville. En tout, hors tout, 8000 mètres carrés. C'est très intéressant pour en faire un écosystème. Et là, j'ai compris petit à petit par acculturation, parce que je pense que c'est important d'aller progressivement vers les autres, vers le groupe, qu'il y avait ce petit groupe qui gérait le jardin partagé et qui s'est retrouvé à gérer avec le FIDES, la MEL, etc., la ferme urbaine dans son entièreté, et d'avoir des personnes salariées à la charge. Alors chapeau bas. Merci Jérôme pour ton intervention. C'est génial d'entendre vos histoires, parce qu'en fait on s'aperçoit que d'une part c'est quand même des projets au long cours. Globalement on parle 2014, on parle de dizaines d'années. Le fait de faire de la pédagogie, d'amener les gens à venir. Ce sera d'ailleurs le sujet de ma prochaine question sur la question de la mobilisation, parce que c'est un sujet aussi dans le quartier du Trichon. C'est l'animation citoyenne, c'est pas forcément évident, donc je suis assez preneuse de vos bonnes idées. En tout cas, vous avez un peu devancé toutes mes questions, donc c'est top. On entend aussi qu'il y a quand même beaucoup d'essais-erreurs, malgré tout. Yvan, peut-être que tu pourras nous dire aussi, toi, comment ça s'est passé de ce point de vue-là, de ton côté. Et puis, du coup, avant que je pose ma prochaine question, est-ce qu'il y en a qui ont des choses à dire, là, le public, par rapport à tout ce que vous venez d'entendre déjà ?
Je vous prends un brûle pour point. Hein, mais... Pratiquement aujourd'hui, quel est le projet? Qu'est-ce que vous attendez des gens du quartier ou... Parce que moi, je profite de la biobox parce que celle qui est à côté de chez moi, elle a été fermée depuis le Covid. Et je trouvais ça trop dommage de jeter ça dans la poubelle. Donc quand c'est sur mon trajet, j'emporte mon sac et je viens le mettre dans la benne. Donc je connais essentiellement le jardin par la box où je viens mettre mes déchets. Et puis de temps en temps j'ai entendu des manifestations, donc j'ai participé à des animations. Voilà comment je connais. Super, merci beaucoup. Vous êtes dans quelle rue, madame? Moi j'habite avenue Gustave Delory, donc c'est pas tout près. Ouais. C'est ça qui... Je trouve que si je dois prendre ma voiture pour venir mettre mes ordures, c'est pas du tout le but. Alors que ça va rouvrir normalement après-demain au jardin de Myosotis. Okay. Bah déjà, merci de faire l'effort d'avoir déposé les biodéchets jusqu'à présent. Mais ça me permet quand même de rebondir sur ce sujet, à la fois de la mobilisation citoyenne et peut-être, du coup, comment vous mobilisez? Qu'est-ce que vous attendez des gens que vous mobilisez, quoi, finalement? Je te laisse la parole d'abord, Jérôme, et puis après, Yvan, du coup. Moi, je réponds par une autre question. Oh, super. C'est comment un groupe d'habitants ou de personnes, enfin une association, s'empare d'un territoire public comme la ferme urbaine et inclut tous les usages qui s'y trouvent. C'est un espace public et on a à le gérer en tant que groupe. Et par exemple, faire partie d'un réseau de compostage citoyen comme il existe à Roubaix via la Maison du Jardin qui essaye de chapeauter ça et de le développer. Et savoir où se trouvent les biobox, c'est vraiment important. Et je pense qu'il y en a une dans le quartier de Potennerie. Mais on peut appeler la Maison du Jardin, c'est un réseau qu'on connaît. Et nous, on est ravis d'avoir votre matière organique. Je ne parle pas de déchets parce que c'est vraiment à valoriser. Et on la valorise. Et vraiment, pour avoir un sol vivant, il n'y a pas mieux que de donner à manger aux vers de terre, de faire une litière, de fabriquer le compost. Et là, c'est le cycle de permaculture de la matière organique. Alors, vous y contribuez. Et c'est déjà formidable. Je connais différents endroits et c'est selon mes trajets, je les déposais à un endroit. Mais oui. Et vous pourrez récupérer du compost à la ferme urbaine quand vous voulez. Merci. J'enchaîne sur le compost, puisque nous, sur la ville, il y a des jardins partagés, et les jardins partagés, il faut les nourrir. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui pousse si on ne nourrit pas la terre. Et donc, l'idée, c'est bien de nourrir la terre. Donc, dans chaque jardin partagé, on retrouve un composteur. Donc, on retrouve des composteurs un petit peu sous toutes les formes. Et c'est une préoccupation qui mobilise bien les citoyens, le compostage des biodéchets, puisque les communes ont l'obligation depuis 2024 de le faire, et elles ne le font pas. Elles se rejettent la balle régulièrement, mais en tout cas, il n'y a rien qui a été fondamentalement bien organisé pour toute cette collecte de biodéchets. Et donc, les citoyens y sont sensibles, et on le voit. Et à chaque fois qu'on installe un composteur, c'est toujours un franc succès. Et donc, on se demande pourquoi on n'en installe pas plus. Donc, juste une petite parenthèse, la MEL met à disposition des systèmes de compostage. Ils sont adaptés dans certains cas quand il y a beaucoup de circulation, parce qu'il y a des petits cadenas et ça permet au collectif d'habitants de le gérer. Donc ça, c'est plutôt bien. Sur d'autres endroits où il y a moins de passages, la contrainte des cadenas est quand même souvent problématique, et on est dans une logique plus trop de spontanéité et de partage. Voilà. Donc, sur nos jardins partagés, on en a qui sont gérés, des composteurs gérés par la MEL, et on a des composteurs qui sont totalement ouverts quand c'est possible. Et du coup, effectivement, on récupère pas mal de matière organique,
qu'on remet dans le jardin pour faire pousser les légumes. Voilà, c'était une petite parenthèse sur le compostage. Et pour trouver les composteurs, du coup, on a été amené à mettre en place une carte sur la ville, sur Internet. Et donc, vous pouvez aller sur le site de l'APC et vous trouverez, il y a une carte Villeneuve d'Ascq en transition sur laquelle on a repris toutes les actions liées à la transition écologique, dont toutes les zones de glanage, de compostage, de recyclage, bref, tout ce qui tourne autour. Voilà. Pour revenir donc sur la partie mobilisation, oui, à la base, c'est une difficulté, comme je l'ai évoqué en introduction tout à l'heure. Si ça ne vient pas des gens, c'est difficile de faire vivre. Si c'est une action qui tombe d'en haut, c'est toujours compliqué. Pour stimuler, nous on met en place des petites actions ponctuelles où on fait une invitation très localisée dans le quartier. On distribue des petits flyers dans les boîtes aux lettres, tout simplement. On fait des petits porte-à-porte. Puis on essaye des petites affiches chez les commerçants. Puis on dit tel jour, telle heure, on fait une petite manifestation à tel endroit. Et on essaye de faire venir des gens. Et donc, quand ces gens, pour que dans la clé des incroyables comestibles, on dit toujours que ça doit être ludique et festif. Et donc, par exemple, quand on fait une petite manifestation où on essaye d'attirer des gens, on fait, par exemple, une distribution de crêpes ou ce genre de choses pour que les gens aient spontanément envie de venir. Et puis, petit à petit, on explique le projet et on leur explique qu'ils ont devant eux un terrain libre et que nous, on peut les aider. Ils n'y connaissent rien, parce que souvent, les gens n'y connaissent rien en culture, en maraîchage ou en tout ce qu'on veut. Et donc, on essaye de les rassurer en leur expliquant qu'il y aura un accompagnement et qu'on peut déjà, d'ores et déjà, s'appuyer sur un groupe. Donc, on a tous nos jardins partagés qui sont reliés avec un WhatsApp et on a mis en place une brigade des jardiniers volants. Et donc, quand quelqu'un a besoin d'aide sur un jardin, hop, il poste un petit WhatsApp, il dit tel jour, telle heure, rendez-vous tel endroit. Et à ce moment-là, les jardiniers qui sont disponibles se rendent sur place. Voilà. Et donc tout ça sont des petites actions qui permettent petit à petit de dire aux gens, oui, vous allez être en mesure de pouvoir produire des fruits et légumes. Alors je te rejoins sur les fruits, c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile à faire et ce qu'il y a de plus productif. Et donc, il ne faut surtout pas s'en priver. Imaginez la petite barquette de 125 grammes de framboises qui va bientôt arriver dans les magasins à 4, voire 5 euros, voire 6 euros quand c'est du bio, et que vous allez pouvoir, vous, tout simplement, en plantant des framboises sur la terre de la commune, récolter des kilos de framboises, il ne faut pas s'en priver. Il y a juste à foncer. Et donc, nous, la première action qu'on fait sur un petit espace, sont toujours des petites dents creuses, des petits espaces pas exploités avec un petit peu de gazon, une espèce de haie à la con avec des touillas ou des horreurs pareilles. Et donc, on dit, voilà, là, on va aller planter du cassis, des framboises, des choses toutes simples que les gens vont pouvoir reconnaître facilement et vont pouvoir manger facilement. À la sortie de l'école, je passe cueillir mes framboises avec, et puis j'en ramène à la maison. Et les gamins, hop, tout de suite, ça y est, c'est venu dans le processus. Et les gamins, ils viennent avec les parents. Et puis, quand ils viennent avec les parents, on explique que oui, c'est possible de venir planter, de venir jardiner. Et petit à petit, souvent, on s'est rendu compte que les gens, quand ils participaient dans un jardin, ils venaient surtout pour apprendre, ils venaient pour partager,
Et puis, oui, un peu récolter quand c'est possible. Mais ce n'est pas la priorité. Et effectivement, dans les jardins, quand on est dans des zones les plus, je vais dire, les plus populaires, où on est un public qui est en demande de production, eh bien, on essaye de favoriser tout ce qui sera permanent et productif, qui va pousser spontanément, qui n'aura pas forcément besoin d'une aide énorme. Quelques exemples, des artichauts, ça repousse tous les ans, la rhubarbe, elle va repousser tous les ans, les framboisiers vont repousser tous les ans, et de plus en plus. Voilà, tout ce qui est un peu invasif, des patates, on en met un peu tous les ans au même endroit, il y a toujours plein de patates qui repoussent, ça reste toujours un champ de patates, même si on en remet un petit peu ou ce genre de choses. Et donc, on essaye de privilégier ce qui va aller pousser tout seul aussi, parce que la nature, elle est bien faite, et quelque part, c'est aussi une demande. Donc tout ce qui est aromate, c'est aussi bien demandé. Et donc, il y a matière à implanter tout ça facilement pour que les gens aillent se servir. Et alors, pour se servir, il y a plein de gens, effectivement, qui ne savent pas forcément. Et puis, du coup, il faut planter une affiche devant chaque plante pour expliquer ce que c'est et ce qu'on peut en faire et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme recette de cuisine associée à la plante. Et là, quand on a fait ce travail-là, d'un seul coup, on arrive à avancer, à convaincre les gens de s'intéresser au jardin, à venir, à aider et à récolter, à participer. Voilà. Donc nous, on est vraiment dans cette logique où on dit, nous, l'asso, je vais dire, on est constitué avec un bureau, et puis on a une réunion mensuelle où les gens viennent participer. Des fois, on est 10, des fois, on est 30, des fois, on est 15. Vient qui veut. Les idées sont amenées lors de ces réunions, mais chaque jardin partagé est en autonomie. Il se passe des choses, on ne le sait pas forcément, mais se crée quand même toute cette dynamique avec notre brigade de jardiniers volants sur WhatsApp, qui fait que ça tourne de jardin en jardin, et il y a de l'aide et de l'entraide qui se créent et qui circulent. Voilà. Tes jardiniers violents, c'est les premiers adhérents de l'asso, comment ils ont été attirés Pas forcés. En fait, ce sont des bénévoles qui rejoignent l'asso, qui disent moi j'ai envie d'apprendre à jardiner. Et du coup, à chaque fois qu'il y a une manifestation, ils sont là, ils sont présents. Et puis ça tourne, c'est pas forcément toujours les mêmes. Mais on a réussi à avoir pour l'instant à toucher suffisamment de monde pour qu'à chaque fois que quelqu'un demande de l'aide, il y ait 5, 6, 10 personnes qui viennent aider. Il y a une question. Alors, vous dites que vous emparez des terrains disponibles. Est-ce que vous vérifiez systématiquement si les terrains ne sont pas pollués, puisqu'on est dans une région polluée? J'avais souvenir sur Waterloo, les jardins ouvriers au pied du mont Culman, le coin, c'était vraiment pollué. Il y avait d'autres jardins qui étaient pollués. On l'a découvert plus tard. Est-ce que vous vérifiez systématiquement? Tout à l'heure, pour le Trichon, c'est pareil. Donc, on est parti sur des bonnes volontés, et après, à la fin, malgré les tests, malgré tout, alors, ce que j'ai oublié de dire, parce que ça me semblait important, on a fait des contre-analyses et tout va bien, en fait. D'accord, non, mais là, on est tombé sur un truc qu'on n'a pas expliqué. C'est sur ces terrains-là, parce qu'on sait qu'il y a de l'industrie dans la région, il y a beaucoup de pollution, et puis il y a la malveillance des gens, les déchets des bâtiments, les déchets de l'amiante, les déchets d'un tas de choses qui sont balancées dans la nature. Est-ce qu'il y a de la précaution de vérifier? Alors, je vais vous choquer. En fait, les vérifications, nous, on n'en fait pas. La seule vérification qu'on fait, c'est on pose la question à la mairie. Est-ce que
on peut planter sur ce terrain-là, et à partir du moment où ils nous disent « Ok », on y va. Et on est un peu, peut-être inconscient, mais on est un peu dans l'esprit des incroyables comestibles de dire bah, on fait. Et on va dire que comme on vient créer nous-mêmes notre sol et planter dans notre sol, quelque part, on limite le risque. Hein. Quelque part, on limite un peu le risque. Mais si à chaque fois, il faut faire des analyses scientifiques de la Terre, etc., nous, on ne s'en sort pas. Et en tout cas, sur Villeneuve, on a peut-être une chance. C'est qu'avant, c'était des champs. Et quelque part, bah, globalement, en dehors des pollutions agricoles, il n'y avait pas forcément beaucoup de pollution industrielle, peut-être comme vous pouvez l'avoir sur Roubaix. Hein. Et donc, je ne veux pas faire d'amalgame, hein, mais là, nous, on a cette chance sur Villeneuve. Vous avez raison de poser cette question. Non, nous, on ne s'en inquiète pas, mais peut-être qu'on est sur un lieu qui est un peu plus privilégié et qui fait qu'on n'a pas besoin de s'en préoccuper. Par contre, on va essayer de déployer beaucoup d'énergie pour sensibiliser les gens à venir participer et pour expliquer à chaque fois qu'on est sur un jardin qu'est-ce qui a été planté, c'est quoi la plante, qu'est-ce qu'on peut en faire, etc. Alors c'est vrai qu'il y a du vol, entre guillemets, mais on ne peut pas appeler ça du vol puisqu'on met des grandes affiches « Servez-vous hein ». Et donc, le vol, c'est quoi? C'est des gens qui viennent, mais qui ne participent pas. Et donc, sur nos affiches, maintenant, on explique bien que dans l'idée, hein, dans le principe, on vient participer à l'animation, aux cultures du jardin, et en même temps, bah, ça donne l'occasion de récolter. Mais c'est surtout des prétextes pour que les gens apprennent à manger des bonnes choses, apprennent la saisonnalité et à retrouver ce respect des cycles de la nature, de manger les bonnes choses au bon moment, parce que ne serait-ce qu'une fois qu'on a réappris à manger les bonnes choses au bon moment, et ben, dans son panier de courses, ça coûte moins cher. Hein. Ouais, c'est Voilà. une des motivations. Nous, une des motivations des habitants, c'était la revégétalisation, par exemple. Donc il y a aussi ces enjeux, quelquefois, de vouloir revoir du vert, en fait, tout simplement, au-delà de l'aspect alimentaire ou d'aspect faire du lien. C'est aussi avoir le plaisir de retrouver de la plante sur ces briques rouges, quoi. Donc ça joue aussi sur le plaisir. Mais le plus facile, c'est commençons par les fruitiers. Hein. C'est très facile, c'est très productif, c'est très démonstratif, ça pousse tout seul. Et ça, c'est vraiment super. Et l'aspect potager, il est plus compliqué, mais si on l'aborde dans des jardins ouverts au public, avec toute la problématique que ça incombe de devoir aller travailler, de planter, de semer, etc., et ben mettons des choses perpétuelles, des choses qui repoussent toutes seules. Mais par contre, expliquons beaucoup ce qui pousse pour que les gens osent, sachent et comment ils peuvent s'en servir. Merci beaucoup, Yvan. Je découvre avec vous, du coup, ce soir, que le fruit est finalement un outil de communication. Hein. On transmettra l'info à toutes les agences de com de la région. Très bien. Sur la mobilisation, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose Même à l'âge de 64 ans, je comprends toujours rien à la psychologie humaine, donc je ne suis pas la bonne personne pour parler de ça. On essaye, puis on teste. Nous, dans l'idée, à la base, quand on a créé l'association, moi, en tout cas, j'étais parti pour créer quelque chose où
on avait plaisir à se retrouver ensemble, à faire des choses ensemble, et puis à les partager, à se les transmettre. Ça s'arrêtait là, quoi, en fait. Et je pense que là, aujourd'hui, les gens qui sont avec nous encore, bah, c'est les gens qui sont dans cette optique. En fait, je crois qu'il y a quelque chose dans cette société aujourd'hui où on a tous les moyens pour communiquer, on a des réseaux sociaux, machin, et je pense qu'on n'a jamais été aussi pauvre en relation entre nous, physiques. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans cette... en dehors totalement de l'aspect jardin, alimentation, ce genre de choses, qui sont là surtout pour recréer du lien, être ensemble, faire des choses ensemble. Et en général, moi, les soirées ou les moments où je sors heureux, c'est ces moments-là où c'est spontané, où les gens ils arrivent avec une bouteille, on prend l'apéro, on discute, on fait un tour d'un café, on évoque tas de sujets, on fait éventuellement quelques semis, mais je crois que moi, c'est la façon dont je vois les choses, en fait, c'est ça, attirer les gens. Je pense qu'il faut leur faire comprendre qu'on fait les choses ensemble, on s'amuse, et puis si ça aboutit à des choses qui sont en plus utiles, bah, c'est pas mal, mais je crois qu'il faut essayer de détendre un peu l'atmosphère. Là, ouais, je pense qu'en ce moment, c'est un sujet, détendre l'atmosphère. Il y a des questions dans la salle? Oui. Le comité de quartier ou l'impoténerie gère un certain nombre de parcelles de jardins qui aujourd'hui sont à l'abandon parce que les jardiniers ne veulent pas les remettre, mais ils ne sont plus en état de les cultiver. Vous parliez du coup de main. Est-ce qu'on peut envisager monter, je sais pas, une structure, quelque chose qui pourrait les aider à cultiver leur jardin? Alors, c'est Montgolfier, mais il faut récolter pour les plus pauvres. Et je pense qu'il y a une solution, c'est qu'ils viennent cultiver, mais qu'après ils font don des récoltes. Ouais, là, Ça serait logique. Je connais pas le cas du. Tout le monde peut récolter ensuite. Comment ça fonctionne ces jardins? Ces Les jardins, loups, en fait. Aujourd'hui, les jardins familiaux. Les jardiniers sont des jardins Ah oui. sont individualistes. Ils veulent avoir leur parcelle, l'entretenir comme ils l'entendent, et ils n'acceptent difficilement la parcelle d'à côté qui est un peu à l'abandon ou bon. Mais surtout le gros problème, c'est que il y a une petite vingtaine de parcelles en tout, et il y en a au moins 7 ou 8 qui sont en friche, parce que les jardiniers ne veulent pas les abandonner, mais ils ne sont plus en état, ils ont 85 ans ou plus, pour les entretenir. Donc, plutôt que de les remettre, je dirais, à la ville de Roubaix, qui va désigner quelqu'un pour utiliser cette parcelle, pourquoi ne peut-on pas envisager un entretien collectif? Mais à travers quelle structure? Ils sont gérés par qui aujourd'hui? Les propriétaires sont d'accord. Par les locataires. C'est la ville. Par la ville? Non, mais ceux qui ont le jardin. C'est la maison du jardin. La ville délègue à la ville. Mais non, mais je pense que la majorité serait d'accord si on faisait leur jardin. Ah bah oui. Mais parce qu'il faut qu'ils puissent avoir ce jardin pour se détendre, pour Ah oui. venir, pour discuter avec le voisin. Encore, on retrouve cet enjeu de sociabilisation et de plaisir de se retrouver. Il faut essayer de dire, bah voilà, sur je sais pas quelle surface sont les parcelles, et essayer de proposer, par exemple, que s'il y a des volontaires pour mettre en place une brigade des volontaires jardin partagé, hein, mais que les volontaires en question Puissent se servir. puissent sur le jardin récolter une partie, j'en sais rien, la moitié. Voilà. Mais je pense que si sur cet esprit-là, ça sera assez facile de mobiliser les gens. Ah, la Ne serait-ce mobilisation, que c'est des pas gens toujours qui n'y facile. des gens qui n'y connaissent rien. En fait, il faut partir de ces gens-là qui connaissent rien au potager et leur dire,
Ben voilà, le vieux monsieur de 85 ans, apparemment, ça doit être un ancien bon jardinier. Hein, et donc, faisons cette transmission et disons, ben voilà, venez, tous ceux qui n'y connaissent rien, venez, il y a des parcelles et il y a des gens qui vont pouvoir vous guider. Et si vous le voyez dans cet esprit-là, bah, oui, moi je sais que sur Villeneuve, les gens, il y a une liste d'attente pas croyable pour obtenir un jardin. J'imagine que sur Roubaix, c'est pareil. Et donc, il suffit de faire le lien avec ces gens qui attendent. Et... Un certain nombre de difficultés. Il y a une parcelle qui est réservée aux écoles du quartier. C'est une catastrophe, ça n'a jamais fonctionné. Parce que les enseignants changent pratiquement tous les ans. Et puis il y a une question d'animation. Ouais, c'est ça. On ne voit jamais le résultat de ce qu'ils ont fait, les pauvres. Ouais. Bah, c'est là où tu récoltes, tu vois jamais le résultat de ce qu'ils font. Non, ça c'est compliqué les parcelles pour les écoles. Nous, les écoles, on les amène dans nos jardins partagés, ouverts, parce qu'en fait, ils sont ouverts toute l'année. Ils peuvent revenir. Et donc, ils peuvent récolter en été quand l'école est fermée. De toute façon, ça vient soulever quand même un sujet que vous avez tous abordé, c'est que quelle que soit l'initiative autour de la ville comestible qu'on met en place, il y a des enjeux de communication, de pédagogie, d'animation dont on ne peut pas se défaire pour faire fonctionner vos différents projets en définitive. Normalement, on termine autour de 20h ici, donc avant de se quitter, il est 20h15 je crois. Un peu plus peut-être. Avant de se quitter, j'avais quand même envie que chacun d'entre vous puisse peut-être nous dire en une phrase, si demain vous aviez une baguette magique, ce serait quoi l'ambition, le rêve pour l'initiative que vous avez mise en place de votre côté? On peut commencer avec Philippe qui a le micro par exemple. Non, pas encore, si t'es prêt. En une phrase, hein, Philippe. Moi, si j'avais une ambition, c'est de voir une ville aménagée avec des jardins partout et qui soit autonome alimentairement. Je crois que ça, c'est le rêve ultime. Et je pense que c'est réalisable, contrairement à ce que la plupart des gens veulent nous faire croire. Il ne marche pas, en fait. Si, les deux marchent. Vas-y, Jérôme, tu veux partager avec Juliette ou l'un et l'autre? Non, mais une phrase, moi, c'est pas possible. Ah. Une ou deux phrases. Une longue phrase. Lance-moi. Redis-moi la question. Si tu avais une baguette magique, Jérôme, qu'est-ce que tu aimerais voir devenir les paysans urbains du Trichon? Déjà, je serais du bon côté de la baguette. Et paf, je ferai terre à l'un. Et ensuite, je pense que créer des groupes, reparler d'acculturation pour une résilience alimentaire des villes, qui sera peut-être bien nécessaire bientôt. J'espère pas trop tôt, parce qu'on n'est pas encore prêt à le faire. Mais vraiment former le maximum de personnes, faire accélérer la prise de conscience de tous les enjeux dont on vient de parler, qu'ils soient financiers, etc., ou de subventions, oh là là. Donc aussi changer les pouvoirs publics. Boum. Et enfin certains. Bref, voilà. C'est déjà pas mal. Et vraiment, moi, je continue à faire en sorte que les gens qui prennent du plaisir à boire un coup s'ouvrent aux autres, et que le jardin est un partage, est un moyen de rencontrer des gens vraiment très différents, qui respectent les usages des autres. Mais ça, c'est aussi un travail de longue haleine et de pleine haleine. Voilà. Une phrase, alors je ne sais pas si c'est une baguette magique, ce serait, moi je trouve qu'en fait ce que je trouve très fort dans un lieu comme la ferme urbaine ou les lieux sur lesquels vous êtes, c'est la vie qui s'en dégage, mais tant entre les humains que aussi avec la nature, les végétaux, les animaux, les petites bêtes et tout ça. Enfin moi je m'émerveille, je trouve ça assez... Et du coup, si j'avais une baguette magique, ce serait qu'effectivement tout le monde puisse s'émerveiller de ça, quoi, et le vivre. Faire pousser les arbres comme des champignons. En fait, on a des jolis.
J'ai envie de dire que chacun puisse trouver le temps de planter des petites choses et manger ces fruits et légumes de saison. Parce que cette idée-là, si on l'applique, on change le monde. Merci. Et je pense qu'on peut les applaudir bien fort pour leur intervention. S'émerveiller, se régaler, passer du temps ensemble, c'est un programme plutôt cool. Hein. Bon, un grand merci à tous. Oui, oui, la plupart du gens en demandent pas plus, je suis assez d'accord. Vas-y Vincent, je te laisse. Ouais, non, simplement 2 prochains rendez-vous. Là, vous avez une belle affiche. Dimanche, il y a un thé dansant aux ateliers Jouret avec François Schmitt, là, et sa collègue. Et on fait un petit repas de quartier. Et puis, le samedi 12, on fait un café citoyen aussi à Baraka à 11h sur l'habitat participatif. Donc, il y aura une délégation d'Habitat Participatif France et Nord aussi. Donc, voilà, vous êtes tous invités. Et on présente le projet Habitat écologique léger partagé qui est en train de sortir au Trichon.